Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Alors aujourd'hui, nous abordons la saison 3 de nos échanges. Donc comme les saisons précédentes, tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique viendra causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne et même locale, comme on le verra dans la suite de l'émission. Alors cette année, c'est une année particulière pour la Maison des Sciences de l'Homme, la MSH, qui est à l'initiative de cette émission, puisque nous fêtons les 20 ans de la MSH. Alors cela donnera lieu à plusieurs événements qui seront accompagnés par Euradio Nantes. Donc je pense qu'il y a une des émissions des causeries qui sera consacrée donc, au colloque scientifique qui a eu lieu les 3 et 4 octobre. Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Alors cette causerie d'aujourd'hui intéresse les Nantais à plusieurs titres. Alors il est bien connu et de tout temps que la plupart des hommes cherchent les honneurs et les distinctions, et qu'elles soient de toutes sortes, prix, médailles, classements, pas seulement les classements ATP, les lieux où il faut être, les places to be comme on dit. C'est encore plus vrai aujourd'hui à une époque où l'évaluation et les classements ont bonne presse et ont droit à une large audience. Alors moi-même, je peux me poser la question de savoir pourquoi j'anime cette émission bénévolement, si ce n'est pour une reconnaissance quelconque, un honneur quelconque, et pourquoi notre invité a accepté d'intervenir. Je lui laisserai le soin de nous en dire plus tout à l'heure. Alors à propos de la Légion d'honneur, Napoléon Bonaparte déclarait « C'est avec des hochets que l'on mène les hommes ». Et puisque la Légion d'honneur était considérée, ou est considérée par certains comme un hochet républicain. Mais, chose plus surprenante, cette course à la notoriété semble également toucher nos administrations, et notamment à Nantes. Parce que Nantes, il semble actuellement, Nantes et la métropole participent à des concours et des compétitions à tout va. Nantes rafle les meilleures places et s'honore des distinctions qui couvrent tous les sujets. La liste est longue comme le bras. Nantes est-il une bête à concours, un premier de la classe ? Alors, je vais citer quelques distinctions que la municipalité a obtenues. Il y a l'Access City Awards, Nantes étant la 2e ville européenne après Stockholm pour son accessibilité en direction des personnes handicapées. Sur ce même thème, Nantes est numéro 1 depuis 3 ans au palmarès de l'Association des paralysés de France. Il y a les prix Eurocité sur les jardins partagés. Il y a les labels Écocité, Écoquartier, Citergie pour la maîtrise de l'énergie, etc., etc. Territoire innovant, 4 fleurs et éco-jardins. Donc on voit effectivement que les distinctions, surtout dans le domaine du développement durable, et ça je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de l'émission. Alors aujourd'hui, Nantes est capitale verte européenne. Alors les Nantais et les autres ont pu, dans toute la ville, tout l'été, se prélasser dans des canapés écologiques au milieu de plantes vertes. Alors à quoi sert cette distinction ? Est-ce encore un coup réussi de ce qu'on appelle les enverdeurs ? Je lisais Libération la semaine dernière. Je laisse le soin aux auditeurs de donner la signification de ce néologisme. Alors, les services de la ville et de l'agglomération nantaise maîtrisent aujourd'hui parfaitement l'élaboration de tels dossiers. Ils peuvent en outre mettre en avant les prix déjà obtenus qui les aident à en obtenir de nouveaux. Donc, vous voyez, effectivement, tout ça a un coût préalable. Alors pourquoi cette frénésie autour des prix ? Le phénomène intéresse les chercheurs, puisque cette année, à Nantes, à la Maison des Sciences de l'Homme, a eu lieu une série de rencontres sur le thème « Le gouvernement par les honneurs » ou encore « Nantes, capitale verte de l'Europe, l'usage des prix, labels, titres et honneurs dans la gouvernance urbaine ». Alors ces rencontres ont été coordonnées par notre invité, Renaud Epstein, que je vais présenter tout à l'heure, qui nous dit, depuis le 19e siècle, l'État utilise la Légion d'honneur et d'autres médailles pour distinguer les citoyens méritants. Et plus loin, la Commission européenne et l'État agissent désormais de même avec les territoires. Les concours, prix et labels se sont multipliés au cours de la dernière décennie. Alors pourquoi les villes investissent ce genre de compétition ? Que font les acteurs de ces titres ? Qu'est-ce que ces prix nous disent des relations entre l'Europe, l'État et les villes ? Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de cette causerie. Alors la causerie d'aujourd'hui intéresse les Nantais à un autre titre. Eux qui voient leur ville se transformer, de nouveaux quartiers émerger. Le quartier de l'île de Nantes en est un exemple particulièrement parlant. Il y a aussi le quartier Malakoff, le quartier de la MSH. Il y a des quartiers qui se rénovent. Il y a le stade Marcel Sopin où la MSH a ses bâtiments. Il y a les Der Vallières qui ont été rénovés, etc., etc. Alors on dépassera, dans ce second sujet, on dépassera le localisme nantais pour parler plus généralement des politiques et de rénovation urbaine. Alors,
si je vais revenir un petit peu en arrière, lors de la campagne présidentielle de 2002, Jacques Chirac promet un plan Marshall pour les banlieues. L'année suivante, son ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, fait voter la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, dite loi Borloo, et lance le programme national de rénovation urbaine, le fameux PNRU. Alors, censé mobiliser 42 milliards d'euros d'investissement, donc pour près de 500 quartiers en zone urbaine sensible, donc ça, ce qui faisait un budget moyen pour chaque zone de 110 millions d'euros. Alors, une agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, est également créée pour piloter les opérations, appuyée sur une loi de programmation pluriannuelle. Alors, notre invité, Renaud Epstein, que je suis heureux d'inviter aujourd'hui et que je remercie d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Donc, Renaud Epstein est docteur en sociologie. Il est maître, alors vous me direz si je me trompe, il est maître de conférences, ça va vite dans ce milieu, et maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Nantes. Il est également chercheur à l'Institut des sciences sociales du politique à l'ENS Cachan et enseignant à Sciences Po. Alors sa thèse, dans laquelle il développe le concept de gouvernement à distance, je crois qu'il nous en dira plus tout à l'heure, a été publiée donc cette année, en 2013, aux presses de sciences politiques. Et le titre de son ouvrage, c'est « La rénovation urbaine, démolition, reconstruction de l'État ». Alors, dans le prolongement de ses recherches sur les politiques urbaines, politique de la ville, rénovation urbaine, aménagement du territoire et l'évaluation des politiques publiques, domaine dont il est devenu un spécialiste, ses travaux actuels portent sur l'usage des concours, prix et labels dans les gouvernements des villes. Donc, j'espère que je vous ai fait un portrait acceptable et je vais vous laisser maintenant la parole pour nous présenter un petit peu vos recherches, pour nous en dire un petit peu plus de tout ce que j'ai abordé dans cette introduction. Très bien, merci d'abord. Merci pour l'invitation, pour la présentation. Juste un tout petit complément, je suis aussi chercheur au laboratoire Droit et Changement Social à l'Université de Nantes. Voilà. Alors, alors, par où partir ? Peut-être partir sur ce séminaire que j'organise depuis le début de l'année à la MSH, puisque c'est dans ce cadre-là que vous m'avez invité. Donc, ce séminaire sur Nantes Capitale Verte et finalement le gouvernement par les honneurs, puisque le point de départ de ce séminaire, ce qui m'a conduit à proposer à la MSH d'amorcer une réflexion sur les honneurs, c'est bien l'obtention par Nantes de ce titre prestigieux de capitale verte de l'Europe. Titre prestigieux, alors qu'il n'est pas encore autant que d'autres titres, notamment le titre de capitale européenne de la culture. Oui, alors ça, comme Marseille et Lille, c'est ça. C'est Marseille cette année, c'était Lille il y a quelques années, et c'est un prix qui est plus ancien, et vous voyez, qui donne lieu qui a beaucoup plus d'écho dans la presse encore, qui donne lieu aussi à des investissements beaucoup plus colossaux que celui de Capitale Verte de l'Europe, mais qui finalement a servi de modèle pour le titre Capitale Verte de l'Europe. Si on fait la genèse de la création par l'Union européenne, par la Commission européenne, du prix Capitale Verte de l'Europe, finalement c'est d'essayer de reproduire pour les politiques environnementales ce qui avait marché, ce qui est considéré comme ayant marché pour ces politiques culturelles. Et donc, il s'agit de reprendre un instrument, l'instrument qui est celui du prix. Alors, quand je dis un instrument, c'est au sens où on l'entend aujourd'hui en sciences politiques. C'est-à-dire qu'on considère que l'activité de gouvernement, l'exercice du pouvoir politique, il ne s'opère pas simplement à travers des lois, des règles, des financements. Il s'observe à travers de multiples autres instruments, et moi, ce qui me semble, moi j'ai choisi de m'intéresser à cet instrument, que sont les prix, que sont les labels, que sont les titres, que sont tous ces honneurs qui sont aujourd'hui attribués aux villes, sachant que les titres, vous l'avez dit dans votre introduction, les honneurs, ça fait longtemps qu'on les utilise. C'est depuis le consulat. Oui, alors... revenons un petit peu en arrière. Vous pouvez nous faire un bref historique
Alors, oui, ces honneurs. Bref historique. Alors, je m'appuie là, je vais vous résumer sans doute mal, les travaux d'Olivier Hill, qui a écrit un ouvrage absolument remarquable sur justement l'histoire de ces honneurs comme instrument de gouvernement. Donc, dans un livre qui s'appelle Le mérite et la République, où finalement il repart, pour aller vite, du consulat de Napoléon et finalement de cette situation très compliquée qui est dans laquelle la Révolution a proclamé l'égalité politique. Nous sommes passés dans une république d'égaux. Comment faire pour distinguer parmi les égaux ? Comment faire pour honorer, pour ériger en modèle certains hommes, alors aujourd'hui on dirait des hommes et des femmes, à l'époque c'était vraiment certains hommes, les plus méritants, et ainsi, d'une certaine façon, d'abord récompenser ceux qui se conforment aux attentes, mais aussi fournir des modèles pour l'ensemble des citoyens. Alors, Olivier Hill fait une genèse de l'invention de la Légion d'honneur, montrer comment il s'agissait aussi pour l'État de s'ériger en position de monopole. La Légion d'honneur, elle a été créée en... Oh, la date exacte, ça y est, c'est la colle. Ah, pardon, non. Dites-moi un siècle. Elle a été au tout début du 19e siècle, tout début. Et il s'agissait aussi pour l'État de s'imposer comme la seule autorité légitime à donner des honneurs contre ces institutions qui jusqu'à présent décernaient les honneurs, distinguaient les hommes, à savoir l'Église. Et donc, suite à la création de la Légion d'honneur, il y a eu une multiplication des... Vous parlez de distinction par l'Église, comment elle se distingue ? Il y avait de multiples ordres, de multiples titres qui étaient donnés par l'Église. Donc, suite à la Légion d'honneur, de multiples autres distinctions républicaines ont été créées. Alors, c'est pas propre à la France. D'autres Alors, on ne parle pas des médailles militaires. Alors, elles étaient, pour certaines militaires, pour d'autres civiles. Pour certaines, elles étaient les deux. La Légion d'honneur, ce sont les deux. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est justement la transformation très contemporaine à laquelle on insiste, où, d'une certaine façon, ces hochets, comme vous disiez, ils étaient adressés aux hommes. Et c'était, d'une certaine façon, des instruments de gouvernement des hommes, de conduite des conduites, comme disait Foucault. Aujourd'hui, Nantes Capitale Verte, ce type de titre, ce sont des honneurs décernés non pas à des hommes, mais à des collectivités, à des territoires. Bien, merci Renaud Pschan pour ces éclaircissements. Nous arrivons à la fin de cette première partie et nous prenons une pause musicale. Radio Nantes, les causeries de la MSH. I'm in
Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Oui, vous êtes dans les causeries de la MSH, donc nous accueillons aujourd'hui Renaud Epstein, qui est politologue et qui s'intéresse donc au gouvernement par les honneurs et qui est spécialiste des politiques urbaines. Alors, on a abordé dans la première partie de cette émission, donc on a introduit un petit peu le sujet sur la recherche des honneurs, soit par les hommes, soit par les villes. Donc on est passé, on a fait un bref historique un petit peu de tout ça. C'est-à-dire on est parti du 19e avec la création de la Légion d'honneur, et puis on parle aujourd'hui effectivement de la recherche que les villes ont pour les prix, etc., etc. Alors on va continuer un petit peu sur ce domaine. Donc, alors vous faites référence, et moi ça m'a beaucoup intéressé, à Foucault sur la gouvernementalité. Donc on va peut-être, si vous voulez, on peut rebondir un petit peu là-dessus. Alors c'est rentrer par Foucault. On va essayer de rentrer par Foucault pour les nuls. Mais Foucault, c'est la conception du pouvoir chez Foucault. Je crois que c'est comme un aspect de chez Foucault qu'on connaît moins bien, la gouvernementalité, et je pense que c'est très intéressant aussi pour expliquer les comportements. Enfin. La logique libérale aussi actuelle sur les comportements et ce qu'on essaie de faire passer sur les comportements individuels, et notamment par les honneurs, justement. Tout à fait. Alors, je crois que l'approche qu'a développé Foucault du pouvoir, ou les approches qu'a développé Foucault du pouvoir, parce qu'il y a plusieurs Foucault, d'une certaine façon, suivant dans le champ de son œuvre, dans différents moments de son œuvre. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est sa question, la manière dont il aborde le pouvoir libéral comme un pouvoir qui n'est pas exclusivement fondé sur l'autorité, mais comme un ensemble de techniques matérielles, d'instruments qui visent à instrumenter les libertés ou conduire les conduites. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'imposer à des individus de se conformer à ce qui est attendu, mais de jouer sur la liberté des individus. On a des individus qui sont libres, et qui sont libres de se conduire comme ils le veulent, et on va essayer de s'appuyer sur cette liberté et de les orienter, de les inciter, de conduire leur conduite. Et c'est, me semble-t-il, alors l'approche de Foucault, encore une fois, c'était d'une certaine façon une approche qui était centrée sur la relation entre l'État, ou en tout cas les institutions de pouvoir, et les individus. Moi, ce qui me semble très intéressant aujourd'hui, c'est que on peut faire, par analogie, finalement étendre cette réflexion de Foucault aux relations entre niveaux de gouvernement. Vous savez, on a aujourd'hui le gouvernement, c'est l'État, mais c'est aussi les régions, les départements, les villes, les intercommunalités. Puis au-dessus, c'est l'Europe. Autant d'institutions de gouvernement, avec plein de niveaux. La question qui est centrale aujourd'hui dans la production de l'action publique, c'est comment est-ce que toutes ces institutions bossent ensemble ? Comment est-ce qu'on fait ? Certains disent du gouvernement multiniveau. Alors toute une série de travaux qui nous ont dit aujourd'hui c'est les villes qui ont tout le pouvoir, qui définissent les finalités. Moi j'ai été amené à observer dans d'autres travaux des choses un peu plus subtiles, me semble-t-il, où finalement plus on avançait dans la décentralisation, c'est-à-dire dans le renforcement de l'autonomie des villes, ou ce qui semblait être l'autonomie des villes, plus elles étaient autonomes, plus elles étaient libres, et finalement plus l'État, me semble-t-il, pouvait retrouver des moyens de conduire leur conduite, de les gouverner à distance. Donc c'est très proche de ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'individu, c'est la même logique. Alors, c'est-à-dire qu'on laisse l'individu libre, mais on l'incite par... Alors ce qu'on appelle en économie le nudging, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors c'est exactement ça. Si ce n'est que si on rentre plus finement sur les mécanismes qui sont à l'œuvre, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'individu, peut avoir une rationalité, et on peut jouer sur des incitations individuelles. Le problème d'une ville, c'est que c'est pas un individu. Alors, on a parfois la langue française nous conduit à penser la ville pense que, ou la vie agit de telle façon. Or, c'est une pluralité d'individus. Donc, les relations entre niveaux de gouvernement, c'est des relations interinstitutionnelles, et malgré tout, même si la transposition ne peut pas être mécanique, on peut s'inspirer des textes de Foucault. Je crois que Foucault, il faut toujours le mobiliser comme ça, comme une source d'inspiration, et par analogie, ouvrir des pistes de réflexion
distinction, il me semble que, oui, se sont imposées aujourd'hui de nouvelles formes d'intervention de l'État dans les territoires, de nouvelles formes de gouvernement des territoires par l'État, où l'État, finalement, n'impose plus rien aux villes, mais de toute façon, il n'a plus plus la légitimité ni le fric pour le faire. Mais l'État parvient néanmoins, où les élites étatiques parviennent néanmoins à orienter l'action des villes, à orienter l'action des territoires, alors par des mécanismes concurrentiels. On n'impose plus aux villes de faire telle ou telle action, simplement on va mettre un petit budget, et c'est les 10 premières qui vont arriver, c'est ce qu'on appelle la technique des appels à projets, qui permettent on n'impose rien dans un appel à projet, on ne négocie rien dans un appel à projet. On institue une concurrence, et la concurrence a de puissants effets d'incitation. Vous êtes économiste, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. On peut le faire aussi par des mécanismes non monétaires, et notamment à travers des ressources honorifiques. Et on revient à cette... alors là, je ne suis plus sur le niveau de l'État, mais au niveau de l'Union européenne. Quand l'Union européenne crée ces capitales vertes de l'Europe, c'est pour elle une manière d'inciter les villes sur lesquelles elle n'a pas d'autorité, d'inciter les villes à agir dans un sens qui est celui de ce qu'on appelle la durabilité urbaine, d'investir dans le développement durable. Alors, l'Europe n'impose rien, simplement elle va distinguer les villes qui vont conduire les politiques les plus méritoires en la matière. Ce faisant, alors d'une part, elle incite les villes pour pouvoir décrocher le label, à investir dans le développement durable, à mettre en avant ça. Et puis ensuite, ça lui permet d'avoir des modèles. Des modèles qu'elle va pouvoir promouvoir en direction d'autres villes. Et ainsi, par des systèmes de transfert, de mimétisme, Nantes va servir de source d'inspiration, en tout cas c'est l'espoir à la fois de la Commission européenne et des élites nantaises, va pouvoir servir de modèle qu'on va pouvoir promouvoir à l'échelle de l'ensemble des villes européennes. Et dans ces prix, est-ce qu'il y a un prix est-ce que c'est monétairement, est-ce qu'il y a une subvention? Non. Ou est-ce que c'est que justement c'est qu'une distinction honorifique? Parce que ça dépend des cas. Dans le cas de Nantes Capitale Verte, à ma connaissance, la Commission n'attribue pas de ressources monétaires à Nantes. Il y a peut-être des petites aides logistiques ou sur la communication et encore. Non. Donc on est bien dans la gouvernementalité où on est... Tout à fait. Là, c'est vraiment la seule récompense, c'est le prix. Ouais, d'accord. C'est le prix. Et ensuite, la promotion du prix et de son récipiendaire par l'Union européenne. Mais alors pour Capitale de la Culture, là, il peut y avoir quelques subventions, et puis notamment des subventions avec des relais étatiques. Mais du côté de la Capitale Verte, à ma connaissance, Capitale Verte de l'Europe, non, ça a plutôt un coût. Parce que Capitale Verte de l'Europe, Nantes doit mettre en place une mission pour porter le prix pendant l'année, doit investir dans la communication, doit faire de l'événementiel. Alors, il y a un coût, mais évidemment qui est mis en rapport avec les bénéfices, ou en tout cas les bénéfices attendus. C'est ça. Alors justement, quels peuvent être les bénéfices, par exemple, pour Nantes, par exemple, quels sont les bénéfices d'avoir été désigné Capitale Verte? Alors, première réponse, c'est on ne sait pas. Je crois que la seule réponse sérieuse, c'est de dire on n'en a aucune idée. On a une extrême difficulté. Mais sans parler d'évaluation, il y a quand même. Ah oui, alors quels sont, à ce moment-là, je ne vais pas vous répondre sur les bénéfices, je vais vous dire quels sont les bénéfices escomptés. Qu'est-ce que les... Voilà, pourquoi, quelle est la logique? Pourquoi la ville de Nantes rentre dans cette logique? Alors, il y a plusieurs réponses, et encore une fois, sachant que la ville, ce n'est pas un acteur unique, donc il y a multiples acteurs qui ont participé. Alors, il y a de multiples bénéfices qui peuvent être inattendus. Alors, premier niveau de réponse, c'est de dire qu'aujourd'hui, les villes sont inscrites dans une compétition globalisée, ou au moins d'échelle européenne, pour attirer toute une série de ressources très mobiles. À la faveur de la globalisation pour aller vite, donc des entreprises, des flux financiers, des ménages, des retraités, des chercheurs, des étudiants, voilà. Il y a une compétition interurbaine, et cette compétition interurbaine, l'attractivité des villes, elle se joue sur un certain nombre de signaux, notamment sur des images que peuvent renvoyer les villes. Alors, faut donner envie. Faut donner envie, alors envie parce que vous allez venir dans la ville la plus agréable, la ville la plus verte, la ville la plus dynamique d'un point de vue culturel, la ville où il se passe, l'endroit où il faut être, et ces prix distinctifs
que sont ces honneurs, participent aussi de la construction d'une image de la ville. Donc en étant à la fois capitale verte, en étant prix, en multipliant ces prix, ces labels, ça participe de la construction d'une image qui rend la ville attractive et qui peut avoir des retombées économiques pour la ville. Ça, c'est le premier registre. On peut dire aussi que pour la ville, ça peut être la ville comme entité et comme administration. Avoir cette reconnaissance par l'Europe, ça peut être aussi une manière de valoriser des agents, valoriser des services, accroître leur motivation. Quand vous expliquez il y a des métiers qui sont peu valorisés, par exemple dans le nettoyage urbain, dans les poubelles, si vous dites que ce que vous faites participe du développement durable, ça valorise des agents et ça peut participer à leur motivation, etc. Et puis ça participe bien évidemment de la légitimation politique. Nantes Capitale Verte, ceux qui l'ont obtenu, je pense bien sûr au maire, Marc Ayrault, mais je pense bien évidemment à celui qui véritablement l'a obtenu, Ronan Dantec. Ça participe là encore de leur légitimation. Vous savez, il y a un prix équivalent en Chine. Qui s'appelle la prix Hygienic City, la ville hygiénique. Le maire qui détient, alors c'est à l'échelle nationale de Chine, et donc quand le pouvoir central désigne une ville Hygienic City, de rang 1, parce qu'il y a plusieurs rangs, le maire de cette ville accède immédiatement au comité central. Finalement, prix Capitale Verte, le maire qui l'obtient, il accède à Matignon. Merci. Eh bien, on va arrêter là-dessus. Parfait timing, Renaud. Et donc, on arrive à la fin de la moitié de l'émission. Et donc, une autre pause musicale et on reprendra après. Radio Nantes, les causeries de la MSH. June 1912. I woke up feeling sprightly. Woke out of bed, thought, Mama, you done me proud. Looked over the kitchen sink, thought, wow, that's my house. I paid the mortgage, it's mine. Got up, a cup of coffee, went down nice, didn't it? Made me feel a bit moody. Then I stood up straight and proud, I knew I was a man. Thought, Mama, you done me proud. Here comes a cocaine man. Here comes a night. We wear friendly smiles all night. Get blooded on Lucifer's grave. Pray it never stops. Here comes a cocaine man. Pulls up and I go downstairs and wear my best trousers and I'm feeling happy. Sunlight shining down. I'm wearing Toxin blue shoes with a crisp line trouser line. Beautiful ears, the day's beautiful too. Here comes a cocaine man. Here comes the night. We wear friendly smiles all night. Get blooded on Lucifer's grave. Pray it never stops. Here comes a cocaine man. Here comes a night. Crash bang, then I meet her. She's beautiful, she stands alone, not caring who's looking. Her name's Rebecca Trollope, and I fall right in her trap. Bang, it's disgusting. Here comes a cocaine man.
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Donc vous êtes dans les causeries de la MSH. Donc pour la première émission de cette 3e saison, nous accueillons donc Renaud Epstein, spécialiste des questions urbaines. Donc nous avons parlé dans la première partie de dans les 2 premières parties de cette émission, on a parlé du gouvernement par les honneurs, donc à travers donc la recherche de prix, de distinction, et l'illustration était donc le fait que Nantes avait obtenu le label Capitale Verte. Alors vous avez aussi, alors je sais pas, on peut peut-être enchaîner aussi sur le deuxième aspect de vos recherches qui concerne donc l'analyse et l'évaluation des politiques urbaines, donc qui a fait l'objet donc de votre ouvrage paru récemment. Donc le titre c'est La rénovation urbaine, démolition, reconstruction de l'État, qui est paru donc cette année aux presses de sciences politiques. Et là donc on a parlé du gouvernement par les honneurs, mais vous nous parlez là de gouvernement à distance. Alors vous allez nous en dire un peu plus. De fait, les travaux que je mène actuellement sur le gouvernement par les honneurs se situent très directement dans le prolongement de ceux que j'avais conduits sur les politiques urbaines et autour de cette notion de gouvernement à distance. D'une certaine façon, pour le dire de manière rapide, le gouvernement par les honneurs, ou les honneurs sont un des instruments du gouvernement à distance. Alors qu'est-ce que j'appelle ce gouvernement à distance ? En fait, c'est l'idée que c'est une manière de caractériser les transformations qu'a connu le gouvernement des territoires en France au cours des 10 dernières années. Si on séquence un peu l'histoire du gouvernement des territoires en France, mais rapide, on peut dire qu'il y a un modèle historique d'administration du territoire où il y avait l'État qui commandait tout, l'État qui était à Paris, l'État qui était dans les territoires, l'État central, l'État déconcentré, et de manière hiérarchique, l'État commandait, décidait, mettait en œuvre. Alors, ce qu'on entend par politique urbaine au niveau historique, donc c'est un vaste champ de toutes les politiques d'aménagement du territoire. On peut même revenir en amont. Vous avez raison, revenir jusqu'à Haussmann. Parce que quand on parle de démolition reconstruction, il y a toute cette. Bien évidemment, le point de départ. Vous avez raison de le rappeler. C'est Napoléon III, c'est Haussmann et cette grande politique de transformation de Paris où là on était typiquement avec un État. Réussite. Non. Pour en discuter. Voilà, ouais. Mais là, typiquement, on était sur un pouvoir d'État fort, ouais. Qui pouvait imposer sa volonté, son projet aux pouvoirs locaux. Tout bêtement, Paris était sous tutelle et étatique. Et ce modèle de l'État qui impose depuis Paris et qui met en œuvre toutes ces politiques dans les territoires, il a duré pour aller vite. Jusqu'à la décentralisation, jusqu'à 82-83. 82-83, loi de décentralisation, on donne du pouvoir aux villes, aux départements, aux régions. Mais l'État disparaît pas. L'État reste là, les services déconcentrés, le préfet, les DDE, DDAF, etc. restent là. Et finalement, ce qui s'est mis en place avec la décentralisation, c'est ce qu'on peut appeler un système de cogestion. Dans les territoires, il y avait l'État, il y avait les villes, il y avait les régions, les départements, et puis l'État était toujours là pour organiser les tours de table. On mettait tout le monde autour de la table, tout le monde avait des petits leviers, et on essayait de mettre tout le monde, réunir tout le monde autour d'un projet, et puis pour agir ensemble. Et ce qui me semble intéressant dans le mouvement qui se joue depuis le début des années 2000, au travers d'une série de réformes à caractère néo-managérial, alors ça a été la LOLF prolongée par la RGPP, ça a été bien sûr l'acte 2 de la décentralisation, c'est d'un côté un mécanisme de renforcement de l'autonomie des villes, et la nouvelle loi sur l'organisation territoriale en préparation est censée approfondir ça. On donne toujours plus d'autonomie, de levier et de compétences aux villes. Parallèlement, une réduction, voire une quasi-disparition de l'État local, si ce n'est sur quelques fonctions, dire police, éducation et un corps. Voilà. Donc l'État se retire des territoires, on donne les clés de la gestion territoriale aux villes. Pour autant, quand on sort de la cogestion, et c'est en ça que je trouve il y a des évolutions très intéressantes qui se jouent, pour autant, plus les villes sont autonomes, plus elles font toutes la même chose. Et plus elles font toutes la même chose, plus elles font exactement ce qui est attendu de la part des administrations étatiques et des élites centrales. Et pour essayer de comprendre cette sorte de paradoxe,
où la liberté conduit finalement à des formes de conformation à ce qui est attendu, j'ai été amené Pourquoi cela, oui. à proposer cette figure du gouvernement à distance, un État qui n'est plus dans les territoires, mais qui, à distance, conduit les conduites des pouvoirs locaux. Donc on est toujours dans Foucault et compagnie. Exactement, ça a été pour moi une source d'inspiration. Ouais. Maintenant, je me suis aussi attaché, à travers l'analyse du programme national de rénovation urbaine de Jean-Louis Borloo, à essayer de regarder un peu plus finement quels étaient les mécanismes qui étaient à l'œuvre. Donc là, il ne s'agit pas simplement d'analogie, de métaphore sur le pouvoir, mais il s'agissait aussi de considérer comment s'était opéré ce basculement. Je parlais de la cogestion territoriale à ce gouvernement à distance, et ça s'est opéré à travers des transformations, je dirais, vraiment proprement instrumentales. Je vous ai mentionné tout à l'heure le système d'appel à projet. Ça a été véritablement le cœur de ce basculement. On est passé dans le cadre de la rénovation urbaine, c'est-à-dire la démolition, reconstruction des quartiers d'habitat social, d'un système dans lequel finalement l'État avait, à la fin des années 90, alloué des enveloppes aux villes en fonction de critères socio-démographiques, de richesse, à la construction avec Borloo d'une énorme cagnotte. On prend tout l'argent qui existe un peu partout, chez les HLM, chez le 1% logement dans l'État, on met ça dans une grosse cagnotte, guichet unique, ils appellent ça, l'ANRU, et ensuite, on fait un appel à projet. On dit à toutes les villes, écoutez, allez-y, proposez-nous des projets. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de limite. Vous pouvez proposer des projets à 10, 20, 30, 40, 50... 100, 400 millions pour certains d'euros, et puis on prendra les meilleurs. On prendra les meilleurs, en fait, ça voudra dire surtout, on prendra ceux qui sont déposés les plus vite et qui se conforment à nos attentes. Et donc, dans ce mécanisme de compétition, où toutes les villes se sont rendues compte qu'il n'y avait pas assez d'argent dans les caisses pour financer tout le monde s'est dit, il faut arriver parmi les premiers, il faut passer le cap du guichet pendant les premiers, il faut se conformer, on n'a même pas besoin d'aller négocier, proposons, pour avoir le plus de chances d'avoir de l'argent avant qu'il n'y en ait plus, proposons le projet qui correspond le plus directement à ce qui est attendu de nous. D'accord. Donc si je vous comprends bien, effectivement, le basculement, c'était de dire, il n'y a plus de politique globale de l'État, simplement, donc on a de l'argent et on fait remonter l'information de la part des villes. Alors, c'est moins le fait qu'il n'y ait plus de politique globale, c'est plutôt que l'État se retire de l'élaboration des projets conçus dans les villes. On donne les clés de la boutique aux maires, on leur dit, voilà, vous avez pu à négocier avec le préfet, avec le DDE, voilà, c'est à vous d'élaborer des projets, mettez autour de la table tous les acteurs locaux, les HLM, les promoteurs, etc., construisez le projet, et donnez-nous, présentez-le nous, ensuite on vous dit, ça passe pas. Mais ça, c'est exactement la même chose qui s'est jouée dans le milieu scientifique, autour des appels à projets, du plan campus, de l'ANR. L'Agence nationale de la recherche. Voilà, c'est la même chose qui s'est passée dans le champ des politiques industrielles avec les pôles de compétitivité. Oui, donc ce serait un mode de gestion, un nouveau mode de gestion publique, quoi. C'est un nouveau mode de gouvernement, de gestion proprement néolibéral, au sens premier du terme, qui est fondé sur l'institution par l'État d'une concurrence entre les acteurs. Et encore une fois, moi j'insiste beaucoup là-dessus, je crois que ça nous aide à mieux comprendre ce qu'est le néolibéralisme. Oui. Le néolibéralisme, ce n'est pas le retrait de l'État, c'est exactement l'inverse, c'est à bien des égards la restauration d'une capacité de gouvernement par l'État. Mais une capacité de gouvernement, une capacité d'orientation de l'action des acteurs qui est fondée sur la mise en concurrence. Oui. Non, mais c'est pour ça que je vous citais, parce que vous avez rappelé que j'étais économiste, oui. Et ce qui m'intéressait, moi, effectivement, c'était un petit peu les politiques d'activation de l'individu, où effectivement, on observe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on laisse la liberté de l'individu, mais effectivement, on va l'inciter, on va essayer. Et donc, au nom aussi d'une certaine rationalité. Chez les économistes, c'est au nom d'une certaine rationalité, puisqu'on va l'aider à être rationnel. Mais bon, c'est un peu... ça est un peu... ça peut être critiqué aussi, puisque... en même temps, ça peut être discuté à bien des égards. Et en matière de politique de santé aussi. On est dans une révolution néolibérale, de ce point de vue-là. On voit bien que ça se diffuse dans toute une série de champs. Moi, ce que je trouve, et je trouve qu'il est légitime, nécessaire de discuter ça, de le critiquer, dans certains égards, de lutter contre ça, mais force est de reconnaître la puissance du mouvement qui est à l'œuvre. Oui, tout à fait. Et à bien des égards aussi,
une certaine efficacité. Alors, au regard de fin qu'on peut discuter, mais une certaine efficacité. Ce que vous disiez, tout ça s'opère au nom d'une certaine rationalité. Je gardais du côté économique. Mais étant sociologue de formation, moi je vous suis. On part du principe que l'agent est rationnel, ce qui peut être discuté aussi. Bien évidemment. Une rationalité économique. Oui, une rationalité absolue. Donc ça veut dire qu'effectivement, moi, ce qui gêne un petit peu dans tous ces mouvements, et notamment dans le domaine scientifique, c'est que effectivement, on érige l'économie en religion. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y croie d'une certaine manière. Mais en même temps, Merton, grand sociologue, nous avait dont le fils est économiste, avait parlé de prophétie autoréalisatrice. Oui. On est typiquement là dans une prophétie autoréalisatrice. On prétend que les acteurs sont rationnels, ils vont agir en toute rationalité, mais avec une rationalité simple de l'homo economicus. Et comme le fait de le dire et le fait de mettre en place des mécanismes qui sont fondés sur ce postulat, finalement, produit des effets de réalité. Ouais, je ne suis pas sûr que ça les rende rationnels, mais enfin, on en discutera tout à l'heure. Donc on arrive à la fin de cette troisième partie, on enchaîne avec une pause musicale et on reprendra donc cette intéressante discussion après cette pause musicale. Euradio Nantes, les causeries de la MSH. I'm sending you this photograph of me in my new car. But I hate to say I miss you, 'cause you don't need me anymore. You politely say I miss you, but we know you don't mean that anymore. Like when the doctor thought he caught you, then you weasel through the door of consciousness, San Francisco. Oh, you think it's over, you need someone who smokes pot in the subway with me. Oh, destructo, you're so destruct. Oh, you're so destructive to me. No destruction in the waking hour. Oh, no destruction in the waking hour. No destruction in the waking hour. There's no corruption in the waking hour.
Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Voilà, nous abordons donc la dernière partie de cette causerie, fort intéressante. Donc on a notre invité Renaud Epstein, spécialiste des questions urbaines. Nous avons parlé du gouvernement par les honneurs, du gouvernement à distance, en passant par Michel Foucault sur la gouvernementalité. Alors, on va peut-être parler, donc peut-être un peu plus des choses concrètes sur justement la politique urbaine de Jean-Louis Borloo, hein, effectivement, puisque là on a un exemple de politique urbaine. Alors, sous quel aspect on l'aborde, ça je vous laisse peut-être. Alors, réussite, échec, je sais pas. Peut-être juste pour faire le prolongement de ce qu'on disait. Cette politique de rénovation urbaine, c'est d'abord, moi, c'est celle que j'ai étudiée empiriquement et à partir de laquelle j'étais amené à traiter la question du gouvernement à distance, mais il me semble qu'elle est parfaitement révélatrice de toutes ces transformations dont on a parlé, et aussi elle nous amène à percevoir à quel point finalement ces nouvelles formes de gouvernement rendent extrêmement difficile le débat démocratique. Alors on est dans des systèmes de gouvernement aujourd'hui dans lesquels on a de multiples niveaux de gouvernement et donc de multiples élus qui interviennent. Quand une politique marche ou ne marche pas, qui est-ce qu'on impute ça ? Est-ce que c'est à l'État ? Est-ce que c'est à la région ? Est-ce que c'est à la ville ? On voit bien les problèmes actuels aussi, hein, quand on voit les problèmes des banlieues, les choses comme ça. Alors c'est très compliqué déjà les problèmes sont très durs à résoudre, et puis ensuite c'est très compliqué de trouver qui est responsable, ce qui pose quand même de sérieux problèmes en démocratie. Et ces techniques de gouvernement dont on parle depuis tout à l'heure, les labels, les appels à projets, ces choses-là, sont aussi des techniques de gouvernement qui rendent encore plus compliqué l'imputation, sont des instruments qui par ailleurs dépolitisent les débats. Borloo, comme ses successeurs d'ailleurs, ont constamment mis en avant le fait que on est parvenu enfin à sortir de la controverse politique sur les banlieues, hein, puisque regardez, vous avez des maires de droite, vous avez des maires de gauche, tout le monde fait la même chose et tout le monde loue l'action qui est menée en matière de rénovation urbaine. D'une certaine façon, ces mécanismes concurrentiels sont aussi des mécanismes dépolitisants. Puisque quand vous êtes dans un système notamment d'allocation des ressources qui est concurrentiel, donc c'est une ville contre une autre, ou une ville contre toutes les autres, ou toutes les villes contre toutes, peu importe, tant que le jeu est ouvert, tant que les prix ne sont pas attribués, aucune ville a intérêt à contester les règles du jeu, aucune ville a intérêt à contester l'arbitre. Ce n'est qu'une fois éventuellement que le jeu est terminé, que la matrice des gains est établie, on sait qui sont les gagnants, qui sont les perdants, qu'il peut y avoir une contestation de la politique menée. Sauf que, et c'est ça que je trouve très intéressant, on l'a vu avec la rénovation urbaine, mais on le voit avec l'ANR, les plans campus, le grand emprunt, toutes ces choses-là, le jeu n'est jamais terminé. On ne dit jamais, voilà, ça y est, on sait qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Il y a des premiers tours, des seconds tours, des repêchages, ce qui fait que personne n'est en position ou n'a intérêt véritablement à contester. Et dès qu'il y a une amorce de contestation, hop, on rouvre la concurrence. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point ce régime finalement néolibéral de gouvernement des territoires est aussi un régime proprement dépolitisant et qui pose aussi des questions du point de vue du débat démocratique au-delà de la question de l'évaluation des effets, du succès et de l'échec, qui est une question importante. D'accord. Donc oui, alors vous parlez de dépolitisation, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu, il n'y a pas une grosse différence en matière de... Ce que je voulais dire, c'est qu'entre la droite et la gauche, c'est... surtout, il y a une difficulté aujourd'hui à poser, à débattre d'orientation, de finalité. Il y a une difficulté à dire aujourd'hui, pour reprendre le cas des banlieues ou des quartiers d'habitat social, oui, il y a une très grande difficulté à distinguer ce qui pourrait être des politiques correspondant à des finalités portées par des élus de gauche, des élus de droite. Alors, l'actuel ministre... François Lamy essaye de repolitiser ça.
essaye de se distinguer de ses prédécesseurs en disant voilà, c'est fini l'époque Sarkozy, on stigmatisait les quartiers, nous on va reconnaître. Il y a une inflexion nette du point de vue des discours. Quand on regarde en même temps du point de vue du contenu des politiques menées, il y a des institutions qui ont été mises en place, il y a des logiques qui ont été mises en place, il y a des coalitions d'acteurs qui sont mises en place qui font que finalement on arrive difficilement à revenir en arrière et que quand bien même il y a une inflexion aujourd'hui là au point de vue du discours et du regard qui est porté sur les quartiers, il me semble, et il y a une critique de la mise en concurrence des territoires, il me semble que le basculement auquel on a assisté dans la première décennie des années 2000 produit des effets de longue durée. Il y a des effets que un certain nombre de chercheurs néo-institutionnalistes nous ont bien aidé à comprendre, des effets qui font qu'on ne revient pas en arrière. On s'inscrit dans le chemin qui a été tracé par les prédécesseurs, et ce chemin, il rend des choses possibles, il rend d'autres choses pas possibles. Voilà, donc moi il me semble que la rénovation urbaine, puisque c'est ça dont on parle, la question, la rénovation urbaine, on peut l'aborder, comme vous aviez commencé à m'interpeller, sous l'angle du succès de l'échec. C'est extrêmement dur à mesurer. En tout cas, on ne s'est pas mis en position en France de la mesurer. L'objectif de cette politique-là, c'était quand même, il y avait il y avait quand même le problème des banlieues, c'est ça? L'objectif il était clair, c'était une politique qui était tournée vers les quartiers, qu'on appelle les quartiers de banlieue, voilà. Et il s'agissait de résoudre leurs problèmes sociaux en transformant leur forme urbaine, avec l'idée qu'on transforme la forme urbaine, voilà, ça change la population, on crée ce qu'on appelle la mixité sociale, et si on crée la mixité sociale, ça résout les problèmes sociaux. D'accord. Si je prends cette chaîne d'hypothèses, cette chaîne d'intention, là, aujourd'hui, de manière globale, on peut dire que c'est un échec. Bon, en même temps, on aurait pu le dire avant même qu'on lance cette politique, parce que on a suffisamment de travaux qui nous montrent que la mixité sociale ne saurait être la solution au problème qui se manifeste dans ces quartiers. Maintenant, si on veut regarder un peu plus finement ce qui s'est produit, on a quand même investi une 30aine de milliards d'euros au cours des 10 dernières années pour transformer l'urbanisme, le cadre de vie dans les quartiers. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a produit des transformations visibles, ça a changé le cadre de vie, ça a conduit à des réinvestissements dans des quartiers qui avaient été délaissés, dans les quartiers pauvres qui avaient été délaissés depuis 10 ans, mais que ces effets urbains ne se prolongent pas par des effets sociaux. Et que les problèmes sociaux des quartiers, ou qui se manifestent dans les quartiers, demeurent, et même, on peut dire, que toutes les données dont on dispose depuis 4-5 ans nous font dire qu'ils se renforcent à la faveur de la crise, même de manière assez spectaculaire, puisque la quasi-totalité, voire la totalité de l'augmentation de la pauvreté et du chômage à l'échelle des unités urbaines, c'est-à-dire à l'échelle de la ville, s'opère dans les quartiers de la politique de la ville, dans les quartiers de grand ensemble. Pour dire les choses encore plus abruptement, la crise, ce n'est que pour les pauvres. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie beaucoup Renaud Hubschan pour avoir discuté avec moi vraiment de choses très très intéressantes qui dépassaient un petit peu son domaine de la politique urbaine. C'est dans ce sens-là où j'ai trouvé la discussion intéressante. Il va nous répondre sur la question que j'ai soulevée au départ, c'est-à-dire pourquoi il était là, quelle odeur il a cherché à venir à participer à cette émission. Moi, je me souviens effectivement que quand j'étais à l'école communale, eh bien, tous les samedis, on recevait des médailles, en plus des bonnes notes, et on avait le droit de la porter toute la semaine, et on la rendait à la fin de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes plus jeune que moi. J'ai pas eu ces médailles, malheureusement. Parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Pourquoi je suis venu? Moi, d'abord, c'est pour le plaisir de la discussion. C'est ensuite parce que je considère que nous chercheurs, notre boulot, c'est pas que de produire notre recherche et discuter entre nous, et que les rares espaces où on peut diffuser aussi au reste de la société pour aller vite, c'est des espaces à saisir. Et là, vous proposez Radio, LMSH, un espace pour cette diffusion. Et puis, dernière chose, c'est parce que vous avez fait une chose, vous m'avez proposé une chose qu'on propose rarement dans la commission qu'on fait, c'est que vous m'avez proposé de choisir 3 morceaux de musique. Alors, c'était alors, je crois que la dernière, ça devait être Foxygène. Avant, il devait y avoir The Knife et Baxter Dury. Je ne sais plus dans quel ordre. 3 groupes que j'aime bien en ce moment. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour tout cela. Une des émissions donc de
des causeries. Le message sera consacré justement donc à ce colloque scientifique qui fête les 20 ans de la Maison des sciences de l'homme de Nantes. Alors pour terminer, bon, j'ai l'habitude de terminer par une citation. Je vais prendre Albert Camus cette fois-ci. Je ne sais pas si mon invité connaît la citation sur l'honneur. Donc l'honneur est la dernière richesse des pauvres. Je vous remercie et je vous retrouverai donc dans une prochaine émission.